Bonsoir à tous, merci Solène. Effectivement, je vais introduire la maîtrise d'usage. Et pour introduire cette introduction, je vais commencer par deux petites histoires, et puis après on déroulera. La première petite histoire, c'est quand on parle de maîtrise d'usage, on parle en fait souvent, c'est les mots concertation, participation qui reviennent. Et donc, j'étais sur une visite de site pour un projet de commande publique et un architecte vient me voir et me dit « Ah, vous faites de la maîtrise d'usage, de la participation, de la concertation pour comprendre ce qu'il va y avoir dans ce collège qu'on visite là. Autant je comprends qu'il puisse y avoir ça dans un hôpital parce que c'est compliqué, mais un collège, on a tous été collégiens, donc bon, on sait faire. » Eh bien, précisément, c'est parce qu'on a été collégien, mais que l'on n'a pas été femme de ménage, que l'on n'a probablement jamais été gestionnaire, qu'on n'a pas non plus été petite fille quand ce monsieur était architecte, est un homme. On n'a pas non plus été prof ou prof de CDI. Et c'est parce qu'il n'y a pas que des élèves comme usagers d'un collège qu'on va parler de maîtrise d'usage. Et il y a un vrai sujet qui est de, quand on parle de maîtrise d'usage, c'est d'abord diagnostiquer qui sont les usagers dont on parle. La deuxième petite histoire, c'est celle qui se passe dans un collège sur lequel j'ai travaillé. Et donc, pour que je puisse raconter mon histoire, il faut que je vous parle un peu du collège. Alors, ça, c'est le pointeur. Donc, c'est un collège neuf de l'agence K Architecture qui se construit en même temps à Saint-Herblain. Et donc vous avez tous été collégiens, donc je pense que vous pouvez comprendre ce que je dis. On entre par ici, on a une zone d'accueil qui est ici, avec le CDI et les salles d'études qui sont ici. Les sanitaires qui sont très bien conçus parce qu'on a 4 blocs qui fait que ça peut ne pas être mixte par ici, et un préau qui va par là. Donc il y avait une vraie question, et on pourra en parler, de comment se passe la relation entre le CDI et les zones d'accueil. Je pourrais continuer longtemps, mais en fait, on s'ennuie, on ne comprend rien, puisque c'est ma deuxième petite histoire. Devant un plan, on s'ennuie et on ne comprend rien. Et donc, ça ne sert à rien de dire qu'on fait de la participation si c'est de demander leur avis aux gens devant un plan, parce que devant un plan, personne n'a d'avis. Et personne ne comprend rien. Et même les plans avec des couleurs comme ça, jolies et tout, ça ne parle pas vraiment. Donc voilà, je vais pouvoir commencer maintenant ma présentation. C'était mon introduction. Donc moi, il y a 15 ans, j'ai passé mon diplôme d'architecture pour rapidement exercer en agence. Et j'ai vite vu que la réalité des projets en tant qu'architecte, elle ne me permettait pas de faire une partie de ce que j'avais adoré faire pendant mes études, c'était de prendre du temps pour comprendre à qui j'avais affaire, faire des relevés habités, faire des diagnostics. Et clairement, dans la pratique de l'architecture telle que je l'avais attrapée, il n'y avait plus la place de ça. Un médecin, quand on va chez le médecin, il pose son diagnostic comment? Il pose son diagnostic en vous auscultant, il a appris à toucher, etc. Mais il va aussi vous poser des questions. Et donc son diagnostic, il va être le fruit d'un mix entre les questions qu'il vous pose et ce qu'il va sentir. Mais ce qu'il sait, le médecin, c'est pas pour vous poser des questions, c'est quelles questions vous posez pour avoir des réponses qui l'intéressent. Et donc, quand on parle de diagnostic d'usage, c'est vraiment prendre soin du savoir-faire, de comment poser les questions pour avoir des réponses qui nous intéressent et qui seront fructueuses pour faire le projet. Et donc, pour revenir sur ma pratique, je pratiquais l'architecture, etc. Et un jour, mon associée tombe enceinte, donc j'ai plus besoin de gagner de l'argent. Je me dis, bon, je vais arrêter la pratique de l'architecture où en fait il n'y a plus la place au diagnostic, parce que ce qui était fondamental pour moi, c'était de savoir, d'apprendre des personnes pour qui je construisais. Et c'est là où j'ai rejoint l'association Pérou,
dans lequel il y avait une mise en exergue du diagnostic et de comment on raconte, on re-raconte et on raconte la réalité sous multiples couches pour mieux comprendre pour mieux construire avant de démolir, pour mieux comprendre avant de commencer à poser la première pierre. Il s'agissait de comprendre les situations. Et le postulat de base, c'est de dire, en vrai, personne ne sait comment faire dans des situations complexes. Donc si on savait, il n'y aura pas besoin, mais personne ne sait faire le collège idéal, génial, qui n'a jamais eu de problème. Donc l'idée, c'est de dire, attention, on a beau être plein de spécialistes, en vrai, la perfection, on ne la connaît pas. Donc, autant continuer à chercher, et donc chercher au niveau des usages, comme des bureaux d'études vont chercher au niveau des matériaux et autres techniques. Donc j'ai utilisé au Pérou ce grand plaisir que j'ai eu de faire des diagnostics, d'aller comprendre les usages, etc., mais dans des situations de crise, puisque le Pérou travaillait à l'époque plutôt dans les bidonvilles. Et j'ai eu envie de dire, mais en fait, je ne veux pas être spécialiste des bidonvilles, je veux réintroduire l'épaisseur de comprendre, de relever, de comprendre les usages, mais aussi dans des projets classiques. Et j'ai cherché quel métier en architecture, à quoi ça correspondait. Et ça n'existait pas trop en architecture, ou en tout cas, c'est les designers qui avaient plutôt fabriqué des formations en termes. La maîtrise d'usage, on n'en parlait pas trop, c'était plutôt le design de service, qui lui avait déjà des formations dans les écoles de design, etc. Donc le design de service, c'était dire effectivement, quand Pôle emploi vous appelle pour faire votre banque d'accueil, certes, vous êtes designer, vous dessinez la banque d'accueil, mais si vous n'avez pas travaillé sur quel service on rend, est-ce qu'en fait c'est plutôt comme une banquette où on a un rapport très pair à pair ou quelque chose de très descendant, c'est pas juste le design de la banquette qui va être important à diagnostiquer, c'est aussi tout la symbolique et le service que l'on rend. Et donc, les designers avaient fait ça. Et puis, petit à petit, la maîtrise d'usage est apparue. Le mot maîtrise d'usage est apparu. C'est très pratique parce qu'il permet un petit peu d'officialiser une pratique qui est encore tâtonnante. Et moi, je vais vous parler, on va rentrer dans le détail de ma pratique, mais il faut bien savoir que je pense qu'il n'y a pas deux personnes qui font la même chose quand on parle de maîtrise d'usage. Donc, je vais vous raconter de la maîtrise d'usage dans des équipements publics que l'agence Camille Alfadac et mon équipe réalisons, mais voilà, c'est très contextuel. Donc le premier chapitre, ça s'appelle « Transmettre pour faire du projet ». Comment est-ce qu'on fabrique de la donnée? Comment est-ce qu'on est ce médecin qui sait poser les bonnes questions? Donc, moi, j'ai une pratique qui passe beaucoup par le dessin. C'est le relevé habité, ce fameux relevé habité qu'on apprend dans les écoles d'archi, que j'ai poussé loin dans la manière dont je relève les situations, je dessine des heures et des heures dans les sites que l'on travaille pour faire confiance aussi à mon trait, pour comment mon trait me fait comprendre et me fait voir des choses. Et aussi, c'est une bonne mémoire de ce qui s'est passé, parce que vous allez voir qu'en fait, c'est très souvent 3 mois après qu'on ait une information qu'on sait l'utiliser dans un projet. La manière dont le médecin a de poser les questions, c'est aussi pour nous d'aider à se projeter, et c'est donc de mettre en mouvement, de faire du prototypage ou de fabriquer des situations qui permettent de se poser les questions. Donc là, on a tracé avec des élèves l'emprise au sol de leur futur collège sur le terrain de foot. On a prototypé complètement à droite les espaces, le mobilier qui pourrait être le mobilier sur lequel ils posent leur cartable. Et donc, par différents ateliers, je suis très attentive aux conversations et aux petites choses qui peuvent paraître des détails, qui vont être la manière dont les informations que là, c'est les élèves, mais évidemment, comme j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est pas du tout que les élèves que je consulte, mais ça va être pareil pour le personnel d'entretien. Comment je les mets en situation, j'observe et je les suis pour compléter mon diagnostic d'observation avec ce qui me témoigne. Là, par exemple, c'était un exemple où le dessin, donc je dessine, je vois des élèves qui sont debout, assis sur la table de ping-pong. Et on me dit, ah là, en fait, les élèves, ils sont sur les tables de ping-pong parce qu'ils sont passage. Et en dessinant, je m'aperçois que quand on est assis sur une table de ping-pong, on a les yeux à la même hauteur que les personnes qui sont debout.
Et les élèves, ils sont bien souvent par groupe de 6, 8, parce qu'ils sont en bande. Et donc, un banc à 6, 8, ça n'existe jamais dans les collèges, parce que c'est souvent des petits bancs alignés en randonnion. Et donc, pour continuer à discuter, à faire des trucs à 6 et 8 quand on est au collège, il y en a 4 qui sont assis et 4 qui sont debout. Comme c'est pas du tout pratique qu'il y en ait 4 qui n'aient pas le regard à la même hauteur, bon, j'ai compris que si je voulais faire des bancs, soit il fallait faire des bancs à 8, soit il fallait faire des bancs à hauteur des yeux. Donc j'ai dessiné pour l'archi des préconisations de bancs suite à ce croquis fait sur site. Ensuite, quand on parle d'usage, on a aussi développé des outils qui sont propres à nous, parce que même si j'ai une formation d'architecte, je ne suis pas l'architecte du projet. Et donc, il ne faut surtout pas que je prenne la place de l'architecte du projet à dessiner sur Archicad. Donc, je dessine des récits où je raconte des histoires que l'architecte va pouvoir, dont il va pouvoir s'approprier. Par exemple, cette histoire, là, donc en jaune et la partie à droite, c'est le cahier de préconisation de ma collègue pour le collège Ernest Renan. Et donc, elle a fait une partie de maîtrise d'usage avant le projet. C'est-à-dire qu'il y a eu de la maîtrise d'usage avant pour le programme, et puis après, moi, je suis arrivée en maîtrise d'usage pendant, c'est-à-dire pendant toutes les études. Et elle, dans son avant, elle fait parler les usagers et elle demande à des élèves, alors c'est quoi pour vous un portail? Et l'élève dit, un portail, c'est avec des pics, du doré. Pour moi, un bon collège, c'est quand le principal, il est à la porte et il nous dit bienvenue. Et donc, il marque ça, Agathiron Pascal Ferren, et l'architecte, il a traduit ça comme ça. C'est-à-dire que, évidemment, l'architecte, on ne lui dit pas il faut avoir exactement le portail de Versailles. Mais par contre, il a bien compris, l'architecte, elle en l'occurrence, donc architecture, Aline Royer, a bien compris qu'il s'agissait d'un vrai enjeu que d'avoir un portail digne de ce nom pour le collège. Et donc, il n'y aurait pas eu la mission de design de service. Oups. Il n'y aurait pas eu cet élément majeur qui fait qu'après, quand je vais montrer cette photo aux collégiens, ils me disent « Waouh, mais c'est pas un collège, c'est une université, magnifique, génial, on est trop fiers !» Donc c'est un vrai, c'est des choses simples qui viennent en fait avoir énormément de poids sans pour autant être la main du dessinateur et de l'architecte. Là, c'est un autre exemple de ce que ça a produit que la maîtrise d'usage dans la construction de ce collège. Je vais prendre un tout petit temps pour raconter ça, mais pour résumer ce que je vais dire, je pense qu'on est là où on est le plus utile, c'est quand il y a des opportunités. C'est-à-dire qu'en fait, on engrange plein de données, et puis à un moment, clac, il y a une opportunité qui fait qu'on va être, comme on a une vision systémique, on en parlera, c'est-à-dire que quand on travaille sur les toilettes, on travaille aussi sur, mais je détaillerai ça, sur la cour des récrés et le reste des espaces de pause au collège. Et bien là, du fait de consulter tous les usagers, j'ai une vision systémique du collège. Et donc là, ce cas de figure, c'est donc, je suis les travaux, le projet d'un collège. Et je consulte les usagers et ils me disent, là, vraiment, le CDI, il est trop petit. L'architecte, il a mis une mezzanine là-haut. Donc, résultat, ça fait divise l'espace par 2. Mais vous comprenez bien que des élèves, autant au lycée, un CDI avec une mezzanine, je veux bien, mais au collège, c'est carnage. Donc, moi, je ne vais pas changer le projet de l'architecte. J'essaie de voir ce qu'on arrive à placer au rez-de-chaussée. Je sais, au fond de moi, qu'il est un peu trop petit, mais qu'on va faire quand même avec. C'est les contraintes, c'est la réalité du projet, etc. J'explique aux usagers que ça ne va pas être possible et que voilà. Et puis, en fait, 3 mois plus tard, je ne vais pas tout raconter pourquoi, parce que je n'ai pas le temps, mais bref, 20 mètres plus loin dans le projet, il y a un changement de programme en pleine phase APD Pro, donc vraiment à la fin, qui fait qu'il y a 30 mètres carrés en trop, dans une salle spécialisée. Et donc, il y a 30 mètres carrés en trop, l'archi dit, tant pis, 30 mètres carrés en trop, c'est pas de ma faute, c'est la faute de vous, la maîtrise d'ouvrage. Vous êtes planté dans le programme. La maîtrise d'ouvrage, elle est super mal. Tant pis, il y aura bien de la place pour faire apprendre. Le BTS ventre, il sera confort, quoi. 30 mètres carrés en trop. Et les usagers, ils sont pas consultés. On leur dit pas qu'il y a 30 mètres carrés en trop. Tout ça passe un peu crème. Et moi, je sais que le CDI est trop petit.
Je sais aussi que je peux appeler l'archi et lui dire, au fait, il manque 30 mètres carrés au CDI. Est-ce que c'est compliqué pour toi de faire glisser tout le rez-de-chaussée pour que les 30 mètres carrés en trop, ils ne viennent pas au CDI? L'archi, elle sait que c'est hyper simple, ça ne change pas ses trames. La maîtrise d'ouvrage, elle ne lui aurait jamais demandé parce qu'elle est déjà dans ses petits souliers de cette plantée de programme, donc elle ne se serait pas dit je vais changer quoi que ce soit. Tout le monde s'est dit ça va être compliqué pour l'autre de lui demander, sauf que moi je sais que c'est simple pour l'archi, que c'est à coût constant pour le maître d'ouvrage et que on sera bien content d'avoir un plus grand CDI, même si c'est hors programme, puisqu'encore une fois, au début, l'archi il avait respecté le programme. Mais c'est juste que ces choix architecturaux compliquaient un peu la situation. Et donc, c'est ce côté-là systémique où j'ai plein d'informations dans mes carnets et à un moment, je vais faire un pont qu'en fait, franchement, seule la maîtrise d'usage peut faire puisqu'on est à l'interface entre tous ces acteurs du projet. Donc, pour raconter un peu à quel moment, en tout cas, nous, on intervient dans la maîtrise d'usage. Donc ça, c'est la vie d'un chantier avec les études de programmation. Donc on programme le bâtiment, on fait l'appel d'offres pour trouver l'architecte et l'équipe de maîtrise d'œuvre. On travaille, on fait le chantier, on fait la livraison. Il y a une année de parfait achèvement et avec la vie du bâtiment. Donc parfois, il peut y avoir de la maîtrise d'usage du côté du client, de la maîtrise d'ouvrage, qui vient coécrire le programme. Donc c'est le portail qu'on a vu tout à l'heure, où déjà, côté maîtrise d'ouvrage, il peut y avoir déjà de la concertation. Le mieux, c'est quand il continue derrière pour avoir de la maîtrise de quelqu'un qui est attentif aux usages et du côté de la maîtrise d'ouvrage du client et du côté de la maîtrise d'œuvre de l'architecte. Et nous, on est arrivé là, enfin moi je suis arrivée là dans le collège que je vous ai montré tout à l'heure, où je suis là pendant toute la phase de conception et pendant le chantier. Et là où vraiment les architectes, ça c'est ce qu'ils comprennent le mieux au départ, c'est quand en fait on leur dit, et on pourrait même servir à faire de la médiation entre votre projet après la livraison. C'est-à-dire que autant pendant les études, bon, c'est quand même un peu bizarre pour les architectes de se dire qu'ils vont avoir un nouveau bureau d'études qui vient leur donner des conseils alors qu'ils ont quand même l'impression d'être spécialistes des usages, même si on l'a vu tout à l'heure. Mine de rien, en architecture, on a perdu ce temps-là. C'est pas qu'ils sont incompétents, les architectes, c'est qu'ils ont perdu ce temps disponible pour aller creuser comme ça ces entretiens. Notre-Dame de Paris, on a mis 180 ans à la construire. Ils avaient le temps à l'époque. Là, maintenant, on livre un collège en 3 ans. Donc c'est sûr qu'à un moment, les architectes, ils ont perdu un peu la compétence et le temps pour faire ça. Et donc, là où, en tout cas, les architectes sont super contents, c'est de se dire, c'est vrai que ça me fait toujours de la peine de livrer un bâtiment. Et puis en fait, je ne suis pas là pour expliquer à toute l'équipe du collège ce que j'ai imaginé. Et donc quand je vois qu'en fait, ils ne voient pas que ça c'était fait pour ça, que ça c'était fait pour ça, il n'y a plus personne. Et donc voir déjà faire ce glissement-là, c'est quelque chose qui est très attendu. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand on est, quand on est maître d'usage dans les différentes phases? Qu'est-ce qu'on peut faire comme type d'ajustement, comme le coût du CDI agrandi que je vous ai montré tout à l'heure. Eh bien, au niveau du concours et de l'esquisse, on va déjà cibler les types d'usagers. C'est se dire, oui, le collège, c'est pas que des collégiens, c'est aussi tout ça, tout ça, tout ça. Donc, on prend contact avec eux et on va relire les plans par le prisme des usages. Donc, c'est des allers-retours avec les architectes. En APS, eh ben, on fait ces carnets qui fabriquent de la donnée et de la compréhension des usages. Ensuite, en APD, on a cette vision systémique, puisque avec tous ces différents usagers qu'on peut commencer à croiser, là, on se dit, ah, ben, à ce moment-là, c'est vrai que le CDI... Donc, on peut commencer à... Le projet avançant, il y a plein de choses qui étaient des super choses au début et puis qui, en fait, sont réduites avec les économies du projet, des choses qu'on ne peut pas faire, etc. Et donc, on vient glisser des effets d'opportunité pendant... Ah, pardon. Alors, dans un projet de construction publique, pour un permis de construire chez un particulier, c'est pas pareil, mais dans un projet public, la conception est très phasée et à certains moments, au bout de 4 semaines, puis 8 semaines, puis 12 semaines, l'équipe de maîtrise
d'œuvre, donc d'architecte, va rendre des éléments précis. Donc l'APS, c'est avant-projet sommaire, c'est souvent des plans au 200e, avec un peu, tout doit être calé au niveau de la place des pièces, mais voilà. L'APD, c'est des plans au centième, on rentre un peu dans le détail, on arrête de bouger les pièces en principe, on place les portes, on est déjà dans ce niveau de détail-là. L'économiste, il arrive à un niveau de pourcentage d'évaluation du bâtiment qui est fixé par tout ça. Le pro, c'est donc APD avant-projet définitif. Pro, c'est que là, on fait le projet. Donc le projet, il est calé. Maintenant, on rentre dans le détail, on va faire passer les tuyaux, tout ça. DCE, c'est le dossier de consultation des entreprises. C'est-à-dire que là, on va donner ce dossier-là pour que les entreprises fassent les devis. Il y a quelques phases que j'ai coupées parce que après, il y a plein d'espèces de micro-phases entre le DCE et le chantier. Mais après, en gros, c'est le chantier. Pour un collège, là, c'est souvent 1 an pour faire esquisse, APS, APD, Pro DCE. Et ensuite, 2 ans de chantier. Puis après, la vie du bâtiment. Donc on est en pro, on a vu qu'on est déjà dans un niveau de détail, etc. C'est le moment de commencer à faire du prototypage, je vais vous montrer des exemples tout à l'heure, mais d'inscrire la notion de réemploi, de rentrer dans le mobilier, ou en tout cas, moi, en back office, je dessine tout le mobilier pour savoir si je ne vais pas faire déplacer des portes à certains endroits, parce que l'architecte n'a pas du tout le temps de caler le mobilier, il va le faire plus tard ou pas. En tout cas, moi, en plaçant les bureaux, je vois que peut-être si on déplaçait la porte de 10 cm, on arriverait à caler une étagère ou pas. Donc, c'est le moment pour nous de faire ce travail-là. Et ensuite, j'arrête pas de confondre les boutons. Et ensuite, le chantier, c'est sauter sur les opportunités du chantier qui existent. Un arbre qui tombe, paf, ça pourrait faire un banc. Et on travaille, des opportunités continuent à s'affiner. Et puis, on commence aussi la mise en place de l'appropriation, des visites de chantier. On fait venir un meilleur ouvrier de France qui vient montrer comment il va faire sa grille en fer forgé. On est dans le concret. Et pour continuer à affiner les choses sur place et se saisir des opportunités, et pour commencer à assurer la transmission du bâtiment. Évaluation risque, à quoi cela sert-il ? Bon, vous avez déjà quelques idées de ce à quoi on peut servir, mais je continue à rajouter une couche. Alors, je vais prendre l'exemple des toilettes pour un petit peu souligner ce dont on a déjà un peu parlé, qui est ce côté systémique qui est propre à notre travail. C'est-à-dire que là, par exemple, on est dans un cas de figure où j'ai dessiné rapidement un bloc de sanitaire dans un collège ou autre. Et on nous demande ça a été le cas, venir faire des préconisations sur les sanitaires. Sauf que nous, pour comprendre depuis le prisme des usages comment marchent les sanitaires, on se pose la question de où est le local ménage et comment ils sont nettoyés, de où est le sanitaire dans le collège pour savoir s'il est à grande distance ou pas du bureau des surveillants, pour savoir s'il est ouvert ou pas pendant les heures de cours, etc. Parce que des toilettes qui sont fermées pendant les heures de cours, puisque l'objectif des sanitaires, c'est quand même d'assurer la santé et la concentration des élèves et que tout le monde puisse faire ce dont il a besoin, si c'est fermé, on ne peut pas ne passer outre, et puis on l'aura dans nos retours d'usagers. C'est de savoir aussi quels espaces sont disponibles pour les élèves quand il fait froid, qu'il gèle et qu'on reste 1h30 parce qu'on est demi-pensionnaire. C'est-à-dire que si, en fait, on vient nous demander de refaire des sanitaires parce qu'il y a trop d'élèves qui stagnent dans les sanitaires, on se pose la question de qu'est-ce qu'ils ont d'autre comme espaces un peu chauffés, donc le foyer, etc. On se pose la question de comment est-ce qu'ils ont accès aux bases de l'hygiène, évidemment. Qu'est-ce qu'ils ont comme jeu disponible ? Si on retrouve des boulettes collées dans la cuvette, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de panier de basket, ou ce genre de questions qu'on peut se poser. Et enfin, à quelle distance on est des salles de classe et quel niveau de sensibilisation les enseignants ont sur l'impact de sanitaires dégradés sur la concentration de leurs élèves. Et donc, on va parler de tout ça quand on pose la question des sanitaires. Et donc, bien évidemment, on pourra faire des préconisations sur la place qu'il y a entre le débattement de la porte et la cuvette, la patère pour accrocher le sac à dos, si les éviers sont dehors pour que s'il y ait de l'eau par terre, on ne pense pas que ce soit du pipi, mais qu'on sache bien que ce soit pas pareil de boire et d'aller faire pipi. Et donc, ce n'est pas forcément la peine de le mettre dans la même pièce. Sortir les éviers dehors, ça permet de faire boire tous ceux qui ont envie de boire sans mélanger avec ceux qui ont besoin d'intimité, etc., etc.
Et évidemment, on va avoir aussi des préconisations sur quelle est la posture des surveillants et du CPE par rapport à la politique d'ouverture des toilettes, quel est le degré d'intimité dans les toilettes ou acoustiquement avec les espaces autour. Est-ce que c'est des toilettes qui donnent sur un hall et qui fait qu'en fait c'est mal ventilé, donc on aura beau faire ce qu'on veut, ça pue. Est-ce qu'il y a bien des jeux dans la cour de récréation? Est-ce que le foyer est ouvert, etc., etc. Et donc ça, c'est vraiment le regard systémique qui vient du fait que quand on demande à tout le monde de nous parler de sanitaire, c'est tout ça qui va ressortir en fait. Là, c'était un autre exemple de l'effet d'opportunité, parce que c'est important aussi de voir qu'on travaille à coût constant, c'est-à-dire qu'on n'est pas un bureau d'études qui va venir rajouter du super mobilier. On est là parce qu'on comprend les besoins et donc on vient faire des jeux d'échecs. Là, dans ce projet, donc on reste dans le projet d'Ernest Renan à Saint-Herblain. Je travaille avec les usagers, donc c'est un collège de 600. Il va y avoir 27 bancs parce que le paysagiste ne peut pas en payer plus. Les paysagistes, il faut le savoir, ils n'ont quand même pas des super grosses enveloppes dans les projets de collège. Et donc, on est au max de ce qu'ils peuvent faire, 27 bancs pour 600 personnes. Donc, bon, je travaille avec les usagers, je vois bien que ça va être insuffisant. On les place au mieux, etc. Et puis, on voit qu'on n'arrive pas à faire beaucoup mieux que ces 27 bancs. Et puis, quelques temps plus tard, je vois qu'en fait, on a une trentaine de fenêtres qui ont l'allège à 40 cm de la cour et qui donnent sur des pièces qui font qu'en fait, ça ne gênerait pas du tout les élèves. Enfin, ça ne gênerait pas du tout, c'est pas des bureaux ou des choses comme ça. C'est soit des fenêtres qui vont être opacifiées, soit les foyers des élèves. Et donc, en fait, assez rapidement, je fais le lien entre les bancs qui manquent et les fenêtres sur lesquelles on adore s'asseoir, que si on n'anticipe pas le truc, les surveillants vont passer leur temps à interdire aux élèves de s'asseoir dessus parce que ça va abîmer la bavette en zinc, etc. Alors que si on l'anticipe, ça fait 40 bancs en plus. Et donc c'est un truc simple, c'est juste qu'on change le type d'allège et on passe sur une allège solide et on anticipe dans l'architecture la forme qui fait que ça va être confort pour deux. Et voilà, donc c'est le type d'exemple qui raconte ces effets d'opportunité quand on est au cœur du projet pendant le processus. Et encore une fois, le programme était très bien écrit. C'est juste qu'il y a tellement d'opportunités qui fait qu'on peut avoir plus que dans un monde de frugalité et d'économie, autant se saisir de ces opportunités. Ça, c'est un autre exemple qui raconte les endroits où on tord un peu comme ça les normes. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a un programme qui est strict dans la construction d'un bâtiment public. Et cette maîtrise d'usage-là, elle vient donner du jeu. Le jeu, c'est le jeu dont le menuisier a besoin pour faire que les pièces continuent à tenir quand le bois bouge. Donner un peu de jeu dans un système strict. Là, donc, c'est un collège qu'on construit actuellement, enfin qui est en étude. Et le parti pris de l'architecte, c'est d'avoir des très grandes circulations. Et c'est pour ça qu'ils ont gagné le concours. C'est que normalement, les autres équipes avaient fait plutôt des couloirs en tunnel, alors qu'en fait, le couloir dans un collège, c'est vraiment c'est hyper important. C'est là où ça circule, il y a 700 élèves qui sortent d'un coup, ça a besoin d'être de qualité. Donc, super projet, tout le monde adore ces grandes circulations. Et dans les grandes circulations, il y a l'idée qu'en fait, on pourrait attendre d'une manière un peu atypique, etc. On s'attelle à la question d'attendre d'une manière un peu atypique, et puis on dit, bon, bah, peut-être qu'il pourrait y avoir le sol comme ça, qui souligne la différence entre les espaces de circulation et les espaces d'attente. Mais s'il doit y avoir des espaces d'attente comme ça, qui le paye? Qui paye ce mobilier? Parce que ce n'est pas l'architecte qui va prendre dans son budget pour payer en plus du mobilier, puisque l'architecte n'a pas à son marché le mobilier. Le mobilier, c'est une autre enveloppe qui vient à la fin du projet pour rajouter du mobilier dans le collège. C'est pas non plus le gestionnaire, enfin le département qui s'occupe de la construction, puisque eux, encore une fois, ils s'occupent pas du mobilier. Le mobilier, il vient 6 mois avant la livraison. Et donc le département du mobilier, c'est une équipe du conseil départemental qui vient 6 mois avant la livraison
pour prendre leur tableau Excel. Donc là, j'ai 10 000 € pour remplir le CDI, 7 000 € pour remplir la classe. Voilà. Ils commandent sur Manutan et sur les sites selon les bons de commande qu'ils ont le mobilier. Et hop, ils équipent le collège. Mais il n'y a pas dans leur tableau Excel les grands halls. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là, l'enveloppe du grand hall. Donc personne, en fait, va être capable de répondre à cet endroit où il y a eu un pas de côté de la part de l'architecte sur un projet conventionnel. Un projet n'est jamais conventionnel puisqu'on attend de l'architecte qu'il ait des parties pris. Et donc, puisque nous, on est là et qu'on arrive dès le début, on va mobiliser la direction du mobilier en disant vous avez des objectifs de réemploi. Est-ce que c'est possible, dans l'enveloppe du CDI de 30 000 € que vous allez dépenser dans 3 ans, de prendre 5 000 € tout de suite? Et avec ces 5 000 €, plutôt que d'acheter 2 tables, on fait du réemploi et on achète 40 estrades, ou peut-être podium des JO, parce que c'est vraiment... D'ailleurs, je fais un appel, on a besoin d'estrades pour ce projet. 40 estrades des JO. Et donc, parce qu'on l'anticipe et qu'on ne sera pas 6 mois en avance, on va avoir le temps, là, pendant les 2 ans qui viennent, de trouver le mobilier, je l'espère, qui va pouvoir, dans la même enveloppe qui était prévue pour le CDI, équiper cet espace-là. Quand même, c'est un métier qui n'est pas si facile à valoriser, parce qu'aujourd'hui, on mesure la réussite d'un projet sur les photos à la fin, sur la maîtrise des coûts, et pas vraiment sur les usages. Et évaluer, en fait, on aurait vraiment envie de faire évoluer les techniques d'évaluation d'un projet. C'est-à-dire que si on évaluait un projet au nombre de travaux supplémentaires qui sont faits après l'année de la livraison. Si on évaluait un projet au nombre d'interdictions et d'espaces qui sont en fait pas ce qui était prévu au départ. Si on évaluait une cour d'école au taux de décibels dans les murs ou au taux de troubles musculo-squelettiques des agents de ménage, on aurait une toute autre approche de ce à quoi l'on sert. Et donc pour évaluer ces projets-là, je vous en ai montré là pendant toute la présentation et j'en ai encore quelques autres, tout plein de choses qui rentrent en fait pas aujourd'hui dans la grille d'évaluation de ce qu'est un bon projet. Cet exemple-là, c'est quelque chose qui aurait fait un gros travaux supplémentaire après la livraison, puisque le collège existant était doté d'une grosse poutre treillis hyper lourde à suspendre, et que si on ne l'intégrait pas dans les études, si on l'intègre dans les études, on dit au bureau d'études de prévoir des suspentes à travers le plafond et dans la dalle. Si on vient après le faire, on a des tarifs prohibitifs de calcul de où est-ce qu'on va pouvoir percer la dalle porteuse pour ne pas tomber dans les ferraillages, de percer le faux plafond, etc. Et donc, on n'est pas du tout sur le même coup de le faire pendant le chantier que de le faire après la livraison. Où là, c'est un exemple où la direction du mobilier n'a pas donné de budget pour racheter le bureau du principal. Sauf que moi, j'ai mesuré le bureau du principal, il ne rentre pas dans le futur bureau. Et donc, c'est pareil, c'est ce genre d'info qui est bien d'avoir avant le déménagement. Et ici, c'est un exemple de grille en fer forgé qui avait été fait par les élèves en 1980 et qui vont être en fait réutilisés pour fabriquer des supports d'accroche devant chaque classe qui seront réutilisés et surtout transformés par un partenariat avec un meilleur ouvrier de France qui vient faire avec les élèves la transformation. Et donc, c'est ces petites choses de chantier qui viennent comme ça embarquer les élèves. Ma dernière planche, c'est une autre manière aussi de faire évoluer les métiers, qui est celle qu'on est en train de faire en ce moment avec le département des Pyrénées-Atlantiques, où donc les agents nous ont demandé de venir évaluer leurs sanitaires. Et ce qu'on va faire avec eux, c'est qu'on va faire ensemble la grille d'évaluation de leurs sanitaires. C'est-à-dire qu'en fait, on va travailler avec eux à repérer ce qui fait qu'en fait, ce qui sont les désordres des sanitaires et qui seront capables après, en voyant un plan d'architecte qui leur propose un projet de sanitaire, d'avoir une grille de lecture selon les usages, en tout cas la grille d'usage qu'ils auront eux-mêmes faite quand on va aller visiter tous les sanitaires de leur département.
Et donc, se fabriquer comme ça des grilles de lecture pour évaluer un projet déjà fait ou à venir. Voilà, ma maîtrise d'usage. Pour faire la transition, je pense que c'est vous qui allez raconter le projet. C'est très généraliste et encore une fois, là j'ai raconté des maîtrises d'usage qui se passent de tout début à la toute fin, alors que quand ça prend des formes beaucoup plus ponctuelles, on peut aller bien plus loin dans la manière dont on embarque les usagers, parce que mine de rien, tout ce qu'on peut faire avec eux, c'est aussi un élément fort pour garantir l'entretien, la maintenance et la vie d'un équipement. Merci. Merci Charlotte.